et à tous ceux qui détestent quand je gagne. La victoire ailée est arrivée au Louvre en morceaux et les gens font toujours la queue pour la voir. Et je peux seulement espérer que malgré mes défauts et malgré mes fissures et mes cassures, et il y en a beaucoup, qu'à chaque première et tout ce que je fais, les gens feront la queue pour voir. Ouais, pas cette fois, Rachel. Salut, je m'appelle Sydney. Bienvenue à nouveau en enfer. Et comme d'habitude, avant de commencer, la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par Qualia et bien sûr par moi et mon entreprise, Leonsti Exchange. Je fais actuellement une vente jusqu'à 40% de réduction sur le site en célébration pour 1 million d'abonnés sur cette chaîne. Alors, un grand merci à tous ceux qui m'ont soutenu tout ce temps. Alors, profitez-en et prenez-vous du thé. Je vous promets que vous ne le regretterez pas car mes mélanges sont délicieux. Je mettrai les liens dans la description, merci. Et avant de commencer, vous commencez maintenant à me demander pratiquement dans chaque vidéo ce que sont ces écrans de veille derrière moi. Ce ne sont pas des écrans de veille, mais des vidéos YouTube que je laisse jouer en arrière-plan car je les trouve jolies. Mais comme il n'y a pas de site web spécifique d'où je les obtiens, je vais simplement lier la vidéo que j'utilise dans ma vidéo dans la boîte de description. Et ensuite, vous pouvez faire avec ça ce que vous voulez. Alors, en fait, j'ai l'impression d'être un peu en retard à cette fête parce que depuis que Blanche-Neige est sortie le 21 mars, absolument tout le monde a fait une vidéo à ce sujet. Mais votre préférée, votre drôle d'Australienne qui parle drôlement, a décidé de traîner les pieds, mais mieux vaut tard que jamais, je suppose. Parce que, par coïncidence, le vendredi 21, je suis aussi allée voir le remake de Blanche-Neige, et mon Dieu que je me suis bien amusée. En fait, je suis juste devenue une triste dame plus âgée assise seule dans le cinéma, enfonçant des poignées de popcorn dans son visage. Oui, j'ai invité une amie et lui ai acheté un billet, mais elle n'a pas pu venir, comme par hasard, tellement impolie. Quoi qu'il en soit, depuis sa sortie, le film Blanche-Neige de 2025 continue de dominer les discussions sur tout l'Internet. Les gens ont souligné combien peu de personnes se trouvent dans les salles de cinéma. J'ai en fait posté mon propre petit clip, montrant à quel point le mien était vide et cela a explosé sur Dix de manière hilarante. Voici un gentil email du Daily Mail demandant l'autorisation d'utiliser ma vidéo. Quelle gentillesse et prévenance de leur part! Depuis sa sortie, de plus en plus d'informations ont été divulguées sur la performance du film, certains médias suggérant que c'est presque la pire performance jamais réalisée pour une adaptation en live-action de Disney. Et les critiques deviennent de plus en plus mauvaises jour après jour, et franchement, c'est le moins qu'on puisse dire. Et juste pour rappel, Disney a dépensé 270 millions de dollars pour ce film. Sur quoi je ne pourrais pas vous dire. En même temps, encore plus de clips de Rachel Zegler circulent, ajoutant essentiellement encore plus de carburant à ce véritable désastre. Maintenant, j'ai donné mon avis sur Blanche-Neige à plusieurs reprises ces derniers temps, et comme il y a beaucoup de personnes qui ont fait de véritables récapitulatifs et des critiques complètes du film, je ne ferai pas cela dans cette vidéo. Mais comme j'ai décidé de dépenser 12 $ entiers pour voir ce film, j'ai pensé que je donnerais également mon avis à ma manière, à la Sydney. Attention, cette vidéo contient des spoilers sur le film Blanche-Neige, à regarder à vos risques et périls si vous comptez voir le film. Évidemment, je ne m'attendais pas à grand-chose, mais ce film s'est avéré être bien pire que ce que j'imaginais. J'ai trouvé que personne n'a bien joué. Le narrateur donne l'impression qu'il pourrait éclater en sanglots à tout moment. Les numéros musicaux étaient perturbateurs. Les effets spéciaux tout au long du film semblent ridicules et déplacés. Et au lieu d'une Blanche-Neige qui semble puissante et inspirante comme les scénaristes l'espéraient probablement, elle semble plutôt arrogante et agaçante. Très typique de Rachel Zegler. Étrange. Donc c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Et il y a beaucoup à critiquer sur ce film, mais vous savez, ma clause de non-responsabilité habituelle est que je ne vais pas aborder tous les sujets, loin de là.
et dans un effort pour ne pas trop revenir sur des sujets déjà abordés en relation avec le contexte historique de ce film en général, mais aussi tout le conflit et le drame qui l'entoure, je vais mettre en lien des vidéos que j'ai précédemment réalisées à ce sujet dans la boîte de description et vous pouvez les regarder à votre propre rythme. Donc, avec tout cela dit, et avant que vous ne montiez à nouveau dans ma gondole infernale et que nous nous recroquevillions ensemble en petits bols de tristesse en position fétale au fond du bateau comme des vers d'eau douce, écoutons le mot de notre sponsor d'aujourd'hui, Qualia. Je n'aime pas me sentir mal, et je parie que vous non plus. Oh non, c'est la chose que j'aime le moins ressentir. Je n'aime pas la confusion mentale, le manque d'énergie ou qu'on me vende des produits sans valeur qui sentent et ont mauvais goût. Je vous regarde, poudre verte. Dans le monde d'aujourd'hui, il est difficile de savoir ce qui optimisera réellement votre bien-être, mais oh là là, ai-je une marque pour vous? Qualia est une fantastique marque de bien-être axée sur l'aide aux personnes pour optimiser leur santé au plus haut niveau. Grâce à des compléments et des formules soigneusement élaborées et soutenues par la science, les produits de Qualia aident à des choses comme la clarté mentale, un meilleur vieillissement et le soutien à la détoxification, pour n'en nommer que quelques-uns. La raison pour laquelle j'aime personnellement beaucoup cette marque est qu'ils ont mené des études pilotes et des essais cliniques en double aveugle contrôlés par placebo sur beaucoup de leurs produits, tout en gardant chaque formule végane, sans organismes génétiquement modifiés sans gluten et soutenue par une garantie de remboursement de 100 jours. J'ai récemment commencé à prendre le Qualia sénolytique qui aide le corps à éliminer naturellement les cellules sénescentes, également connues sous le nom de cellules zombies. Des cellules provoquant douleur, récupération lente post-entraînement et brouillard cérébral. Même dans le court laps de temps pendant lequel je l'ai pris, j'ai remarqué un grand impact sur ce que je ressens. C'est difficile à exprimer, mais je ressens un sentiment général d'amélioration. Donc, si vous aussi vous voulez découvrir une gamme de formules de santé inspirées des chariots, cliquez sur le lien dans la description ou allez sur qualialeaf.com/Sydney. Et n'oubliez pas d'utiliser le code Sydney à la caisse pour bénéficier d'une réduction allant jusqu'à 15% sur votre achat. Il est donc important que vous compreniez tous dès le départ que Disney n'a pas refait Blanche-Neige. Ils ont réalisé 2 films différents, les ont fusionnés et l'ont appelé Blanche-Neige. Et je dis cela pour 2 raisons principales. La première est que, bien que ce film ait tenté de conserver les points de l'intrigue originaux, tels que la reine maléfique essayant de tuer Blanche-Neige, les nains la trouvant dans leur lit puis se rapprochant d'elle, la reine maléfique l'empoisonnant avec une pomme, et Blanche-Neige étant réveillée par le baiser du vrai amour, il a également créé une intrigue parallèle où Blanche-Neige rencontre une bande de bandits, tombe amoureuse de l'un d'eux et tente de combattre la reine pour reprendre son royaume. L'histoire alterne entre une reprise très ennuyeuse de l'original et une prise de contrôle révolutionnaire du royaume pleine de drame. Et tout cela se déroule en 1h49, laissant très peu de place à la profondeur et à un quelconque degré de narration décente. Ce qui est franchement un peu triste, car ce que j'aimais personnellement dans le film d'animation, c'était à quel point il se concentrait sur Blanche-Neige et sa relation avec les nains, explorant pleinement de nombreux thèmes d'une manière qui ne semblait ni forcée ni précipitée. La deuxième raison de mon évaluation ici est qu'au début, le film introduit ce que je peux décrire au mieux comme des thèmes de type socialiste. Il se donne beaucoup de mal pour nous dire que les parents de Blanche-Neige gouvernaient leur royaume avec équité, partageant les richesses de la terre avec ceux qui en prenaient soin. Lorsque les parents de Blanche-Neige sont morts et que le royaume a été repris par la méchante reine, la belle-mère de Blanche-Neige, elle transforme les agriculteurs en soldats et utilise une menace effrayante à la frontière sud du royaume pour effrayer tout le monde et ensuite accaparer leurs richesses. C'est en fait assez comique dans ce film combien de bijoux ces villageois semblent apparemment avoir. Je suppose que c'est la version du socialisme qu'on me dit constamment n'avoir pas encore été essayée. Les termes employés à ce propos sont si directs qu'on croirait qu'ils proviennent directement du manifeste du Parti communiste. Ce message politique assez brut est maladroitement tissé tout au long de ce qui aurait dû être un conte de fées ordinaire et agréable sur une fille et une bande de nains, mais à la place, on nous donne en partie une histoire sur l'équité et comment trop taxer les gens rend le fond morose. Comme la plupart d'entre vous le savent maintenant, je suis convaincue qu'il y a toujours de la place pour les studios pour élargir la narration quand c'est approprié.
Mais dans le cas de Blanche-Neige, les ajouts à la narration n'avaient pas seulement peu de sens, mais ils semblaient très inappropriés pour cette histoire spécifique. Contrairement à certaines des autres princesses Disney comme Mulan ou Belle, Blanche-Neige n'était jamais censée être une femme indépendante, combattante pour la liberté. Son image était celle de l'innocence, de la pureté et d'une beauté qui brille très fortement de l'intérieur. Notre Blanche-Neige de 1937 nous est chère en raison de sa douceur, de sa générosité et de sa nature confiante. Cela incite également ceux qui l'entourent à agir de manière protectrice, ce qui est crucial pour l'intrigue. Mais ces traits attachants servent aussi de défauts très évidents que d'autres cherchent à exploiter, et bien que l'animation originale était courte, elle était toujours chargée de sens et de morale. L'adaptation de 2025, en revanche, a emballé tout cela avec des boulets de canon et l'a jeté dans l'océan. Tu as attaché un canon au sangle. Et cela m'amène à l'un des plus gros problèmes que j'ai avec ce film. Pour que tous les ajouts d'intrigue et les thèmes mentionnés précédemment aient un sens, ce film devait massacrer la personnalité de Blanche-Neige et la réimaginer en tant que femme forte, une figure révolutionnaire qui pourrait sauver son royaume. Si vous pouvez vous rappeler de l'interview de Rachel Zegler en 2022, elle ne plaisantait pas quand elle disait que ce film parle de Blanche-Neige devenant une leader. Je veux simplement dire que nous ne sommes plus en 1937 et nous avons absolument écrit une Blanche-Neige qui Ne va pas être sauvée. par le prince. Elle ne va pas être sauvée par le prince et elle ne va pas rêver du véritable amour. Elle rêve de devenir le leader qu'elle sait qu'elle peut être et le leader que son défunt père lui a dit qu'elle pourrait être si elle était sans peur, juste, courageuse et vraie. Oui, je veux dire, Blanche-Neige est la fille dont vous vous souvenez, mais elle est définitivement faite pour l'ère moderne et il y a une telle emphase sur ce que signifie vraiment être la plus belle de toutes. Et pour Blanche-Neige, c'est accepter de se trouver elle-même, de trouver sa voix intérieure et de trouver un sens de l'agence afin qu'elle puisse être une juste dirigeante et une merveilleuse reine. Le problème est que les scénaristes ne semblent pas pouvoir s'engager pleinement dans ce meurtre. Alors, au lieu d'une femme féministe, émancipée, on nous présente un monstre de Frankenstein, d'un personnage qui passe la majeure partie du film à osciller entre un regard de biche et à sortir sa mâchoire inférieure dans un effort pour paraître innocente, tout en faisant des choses qui crient exactement le contraire. Comme arriver à cheval pour sauver son intérêt amoureux, affronter à plusieurs reprises la méchante reine et se laisser entrer dans la maison des nains sans bonne raison. Le fait est que le film est assez lourd pour nous dire que Blanche-Neige essaie d'être plus courageuse et brave, comme son père lui a dit d'être. Mais tout au long du film, il n'y a jamais vraiment un moment où l'on sent que Blanche-Neige a réellement besoin de la protection ou de l'aide de quiconque, mais le film voulait maintenir cette atmosphère d'innocence et de pureté qui rend toute sa personnalité extrêmement incohérente et déroutante. Un des moments qui m'a personnellement vraiment irrité dès le début est lorsque Blanche-Neige trouve son intérêt amoureux, Jonathan le bandit, en train de voler des pommes de terre du château. Oui, ils ont éliminé le prince et l'ont remplacé par Jonathan, qui est par coïncidence la seule personne dans tout ce film qui a réellement un personnage cohérent et qui apparemment peut jouer. Donc vous savez, il y a ça. Faites-en ce que vous voulez. Quoi qu'il en soit, elle le confronte. Il explique que les gens meurent de faim et Snow dit qu'elle parlera à la reine à ce sujet parce que peut-être que la reine n'est pas consciente que cela se produit. Honnêtement, cela semble extrêmement stupide et potentiellement Blanche-Neige est extrêmement stupide parce qu'elle voit cette femme toute couverte de bijoux et est essentiellement comme « Oh, peut-être qu'elle ne sait pas que les gens sont en train de mourir de faim. » D'accord. C'est juste. Votre Majesté, les gens luttent. Tout cela semble absurde et malhonnête, et peut-être que c'est parce que Rachel Zegler n'est pas une bonne actrice, mais cette ligne semblait particulièrement stupide. Je pense qu'ils ont besoin de gentillesse. Un autre exemple notable de cette étrange personnalité en conflit est lorsque le chasseur emmène Blanche-Neige dans le verger de pommes pour la tuer à la demande de la méchante reine. Bonne remarque, oui, ils ont en effet changé sa race. En fait, toute cette ville allemande est très diversifiée. Beaucoup de communisme et de multiculturalisme. Le favori d'Hollywood. Dans l'original, Blanche-Neige est terrifiée et se protège le visage pendant cette confrontation. Dans le remake, elle demande défiante pourquoi. Dans les deux films, le chasseur échoue à la tuer et le fait prétendument pour la même raison, sa pureté et sa gentillesse. Mais dans l'original, le chasseur la regarde doucement, cueillir des fleurs et aider un petit oiseau perdu.
Dans le remake, Blanche-Neige le convainc en lui donnant une pomme. Je suis probablement juste inutilement pointilleuse ici, mais je ne suis pas si sûre qu'une personne donnant à une autre personne une pomme que cette première personne aurait pu simplement cueillir dans ce verger elle-même soit vraiment une bonne raison d'abandonner cette quête que votre reine vous a envoyée pour assassiner la deuxième personne. Je ne sais pas. Une pomme par jour éloigne peut-être le chasseur meurtrier, mais pas l'araignée australienne. Je suppose qu'une autre chose agaçante à propos de cette scène est que Blanche-Neige de 1937 était vraiment choquée d'apprendre que sa belle-mère, la reine maléfique, voulait sa mort. Blanche-Neige de 2025 ne semble tout simplement pas surprise. Comme je l'ai déjà mentionné, ce personnage est complètement ridicule. Elle est pleine de contradictions et au moins, à mon avis, profondément antipathique et n'a aucun sens. Donc, en somme, nous avons un personnage qui, un moment, essaie d'être calme et naïf, et l'instant d'après, elle se bat avec des bandits dans la forêt et fait preuve d'esprit avec Jonathan. Je t'ai dit que je me battrais. Ton talent ne cesse de m'impressionner. Je suis prêt à relever tous les défis. Et le truc, c'est que si Disney voulait une princesse rebelle et patronne, c'est bien, je suppose. Mais ce n'était pas le film pour le faire. On ne commercialise pas un film entier comme un remake pour ensuite massacrer la personnalité du protagoniste. Je veux réitérer cela parce que je pense que c'est important, mais encore une fois, toute l'intrigue de Blanche-Neige de 1937 est centrée sur sa pureté, son innocence, sa générosité, sa bonté, dans un monde qui est très injuste envers elle. Et c'est grâce à sa gentillesse et à son altruisme qu'elle est finalement acceptée et protégée par les nains et les créatures de la forêt, qui jouent d'ailleurs un rôle très important dans le film, mais ne jouent pas un grand rôle dans ce remake de 2025. C'est aussi la raison pour laquelle le chasseur a risqué sa propre vie pour sauver la sienne. C'est pourquoi le prince, qui était si charmé par son beau chant, fait tout son possible pour la trouver et finalement la sauver. Il y a évidemment beaucoup plus à dire à ce sujet et beaucoup de moments d'étrangeté dans ce film, mais comme je ne l'ai vu qu'une fois et au cinéma, je ne peux pas me souvenir de tous. Je suis désolée. Cela m'amène donc à la deuxième chose majeure que je n'ai vraiment pas aimée dans ce film. Blanche-Neige et ses interactions avec les nains. Dans le film original, la relation qui se développe entre Blanche-Neige et les nains est un élément clé de toute l'histoire. Cependant, dans cette version, les nains sont traités comme des personnages secondaires qui ne jouent pas un rôle très significatif. Et oui, reconnaissons juste pour un instant à quel point ils ont l'air bouleversants, sauf, je ne sais pas, je pense, genre, Doopy est un peu mignon, vous savez, avec son petit visage de bébé. Peut-être ai-je besoin d'un exorcisme, qui sait? Il y a certainement toute une conversation à avoir ici sur le choix de Disney de faire appel à la imagerie générée par ordinateur pour ces gars au lieu de simplement engager des acteurs nains, mais nous n'avons pas le temps d'entrer dans ce débat. Je veux aussi prendre un moment pour rectifier les faits et dire que les 7 personnes moyennes qui étaient apparemment censées être les nains font en fait partie du groupe de bandits de Jonathan. Je ne sais pas s'ils ont réellement commencé en tant que nains et sont ensuite devenus cela avec des reshoots. Je dois supposer que ce n'est pas le cas, mais oui, je veux juste rectifier cela car il y avait beaucoup de confusion à ce sujet. Je ne sais pas si cela améliore les choses, mais c'est certainement drôle quand on considère que nous avons ici le seul vrai nain du film. Alors encore une fois, faites-en ce que vous voulez. Maintenant, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, je suis un grand fan de la relation entre Blanche-Neige et les nains, et je crois qu'ils sont extrêmement importants pour ce récit. Non seulement ils servent à faire avancer les événements de l'histoire, mais ils travaillent aussi d'une sorte de manière symbiotique avec Blanche-Neige. Mais ce remake donne presque l'impression qu'ils sont une réflexion après coup. Oui, ils font partie de l'intrigue, et oui, le film a essayé de conserver leurs moments clés, mais avec les événements parallèles concernant le sauvetage du royaume et blablabla, ils auraient pu être complètement supprimés et rien n'aurait vraiment changé. Dans le film d'animation, après que Blanche-Neige s'échappe du chasseur à travers la forêt, elle tombe sur des créatures des bois et leur demande si elles connaissent un endroit où elle peut dormir. Ils l'amènent à la maison des nains où elle frappe hésitamment à la porte et finit par entrer, demandant si elle peut entrer. Notre Blanche-Neige de 2025 entre simplement, demande si quelqu'un est à la maison puis va dormir dans les lits à l'étage. Dans l'original de 1937, nous avons toute une mise en place où Blanche voit à quel point la maison est en désordre, à quel point les meubles sont petits et déduit que 7 orphelins doivent y vivre. Se sentant triste pour eux, car elle aussi est orpheline, elle décide de nettoyer la maison, espérant que cela suffira pour qu'ils acceptent de la laisser rester.
Cette scène de nettoyage revient, mais c'est Blanche-Neige qui apprend aux nains à essentiellement nettoyer après eux. Ce que je n'ai pas nécessairement un problème avec, mais je pense que cela enlève une partie de la réflexion et de la considération que nous avons vu se dérouler dans l'original et ajoute probablement seulement à ce que le personnage de Blanche-Neige de 2025 semble être très exigeant et autoritaire. Parce que l'animation originale se concentrait principalement sur Blanche-Neige et sa relation avec les nains, nous avons pu les voir interagir beaucoup plus. Parce que la version de 2025 devait se concentrer sur plusieurs autres points de l'intrigue, nous avons eu si peu de temps entre Blanche-Neige et les nains que leur relation n'a jamais vraiment été correctement établie, et leur raison de faire équipe était assez faible, ce qui rendait les nains un peu inutiles. Et pour moi, encore une fois, c'est vraiment, vraiment triste parce que, comme je l'ai mentionné dans d'autres vidéos, l'une des choses qui manque vraiment ici et qui se passe dans le film original est la relation de Blanche-Neige avec Grincheux, que j'aime personnellement beaucoup. Je ne suis pas sûre que beaucoup de gens réalisent, mais Grincheux joue en fait un rôle central dans cette histoire. Il n'aime pas Blanche-Neige dès le départ et il existe en quelque sorte comme le contraste de son bonheur et de sa gentillesse, mais malgré cela, elle s'efforce de le conquérir, priant pour lui, prenant soin de lui, l'embrassant au revoir lorsqu'il part au travail, et finalement cela commence à faire fondre la glace autour de son cœur et il commence à l'aimer autant que les autres nains. Lorsqu'elle est visitée par la vieille femme qui lui donne la pomme empoisonnée, Blanche-Neige est en train de préparer une tarte pour Grincheux. Et lorsque les nains découvrent que Blanche-Neige est morte, c'est Grincheux qui mène la charge pour la retrouver. C'est Grincheux qui poursuit la vieille femme jusqu'à la falaise et qui risque essentiellement sa vie en essayant de grimper tous ces rochers après elle, et finalement, vous savez, elle tombe et meurt, et c'est Grincheux qui place ses fleurs en dernier et sur ses mains lors des funérailles de Blanche-Neige. Les nains la placent même dans un cercueil de verre parce qu'ils ne supportent pas de l'enterrer et nous n'obtenons absolument rien de tout cela dans le remake. Les scénaristes ont remplacé Grincheux par Simplette, faisant en sorte que Blanche-Neige concentre son attention sur le fait de le sortir de sa coquille en lui apprenant à siffler et finalement en éliminant en quelque sorte son mutisme. Donc ouais, Simplet parle maintenant. Mais en ce qui concerne Grincheux, il est plus un personnage secondaire qu'autre chose. Quand Blanche-Neige meurt, bien sûr, Grincheux pleure, mais il n'y a absolument aucun contexte pour expliquer pourquoi il est triste. Il passe essentiellement de la détestation à pleurer sur elle, mais les scénaristes ont supprimé chaque moment de l'original qui pourrait expliquer ce comportement, et cela rend l'ensemble complètement inorganique et creux. Sans parler du fait que Blanche-Neige meurt essentiellement au milieu du film, ce qui pour moi signifie que la signification de cet élément de l'intrigue est en quelque sorte perdue. Il reste 40 minutes de film et nous savons déjà qu'elle survit. Que pensez-vous qu'il va se passer durant ce temps restant? Ils l'ont aussi simplement posé sur un rocher au hasard, ce qui, d'accord, je veux dire, oui, genre c'est un choix, mais il n'y a rien de fondamentalement triste à ce sujet. Pour être honnête avec vous tous, toute cette séquence semble être quelque chose que les scénaristes auraient probablement complètement éliminé si ce n'était pas pour le fait que c'était une partie très centrale du film original, mais la façon dont cela se déroule dans le remake donne l'impression qu'ils se contentaient plutôt de cocher les cases de ce qu'il fallait inclure de l'original plutôt que de faire des efforts pour créer une scène émotionnelle et significative. Waouh, je viens en gros de résumer l'ambiance de tout le film. Parfois, je suis juste éblouie par ma propre intelligence. Tout cela m'amène à mon dernier point, et un sur lequel je vous ai réellement harcelé dans d'autres vidéos. Chaque film n'a pas besoin d'être modernisé, et dans ce cas, j'ai quitté ce film avec le sentiment distinct qu'il n'avait pas du tout besoin d'être réalisé. Je ressens cela généralement pour plusieurs raisons. L'animation permet une narration plus lumineuse et plus grande. C'est tellement plus amusant à regarder et nous pouvons suspendre notre incrédulité beaucoup plus. Mais avec Blanche-Neige, il y a plus que cela. Comme je l'ai expliqué dans d'autres contenus, la Blanche-Neige originale était absolument un produit de son époque et a eu un impact extrême à la fois pour Disney en tant qu'entreprise et pour les personnes qui la regardaient vers la fin de la Grande Dépression. Je ne vais pas répéter pourquoi pour des raisons de brièveté, mais si vous êtes intéressé à savoir pourquoi, je vais mettre quelques vidéos en lien dans la boîte de description où j'entre dans beaucoup plus de détails. Mais pour l'instant, il suffit de dire que le design de Blanche-Neige, ses personnages, ses morales et significations, tout cela avait du sens pour ce public spécifique à ce moment précis.
Et c'est en partie pourquoi l'animation a été un énorme succès pour Disney, malgré tous les détracteurs qui l'appelaient la folie de Disney. Mais compte tenu de la direction actuelle d'Hollywood et de Disney, je ne pense pas qu'ils auraient pu jamais raconter à nouveau cette histoire d'une manière qui lui rend justice tout en conservant le sens original du récit. Nous savons que les remakes de Disney sont généralement un peu une récupération d'argent sans âme, mais je pense que la raison pour laquelle celui-ci est le pire de tous, c'est parce qu'il était censé être un récit inspirant pour les gens de l'Amérique des années 1930. Les thèmes de Blanche-Neige étaient très caractéristiques de leur époque, comme je viens de le mentionner, mais si vous n'êtes pas prêt à vous engager dans ces thèmes, vous ne pouvez pas raconter cette histoire. Ce qui est en quelque sorte prouvé par le fait que Disney n'a tout simplement pas pu raconter l'histoire plan par plan comme ils l'ont fait avec Le Roi Lion de 2019, un film qui est resté fidèle à l'histoire originale malgré ses défauts évidents. Cela est encore prouvé par le fait qu'ils n'ont pas pu développer cette histoire d'une manière qui l'aurait améliorée pour leur public moderne. Lorsque vous combinez des éléments de deux archétypes de personnages complètement opposés, vous obtenez un grand désordre confus qui ne sait pas ce qu'il veut être. Ce qui, je suppose, est devenu une maladie qui afflige tristement le divertissement moderne. Le fait est que Disney n'a pas modernisé Blanche-Neige pour honorer l'histoire. Sinon, ils auraient conservé davantage d'éléments qui ajoutent à la narration au lieu de cette étrange intrigue de rébellion qui a volé toute l'attention du film. Ils ont été très paresseux à cause de la distraction fournie par la composante révolutionnaire. C'était la seule chose qui faisait vraiment avancer l'intrigue. Ils ont également beaucoup compté sur le fait que le public connaissait les relations originales entre les personnages, ils n'ont donc pas vraiment fait d'efforts pour les développer dans cette adaptation. Cela nuit également beaucoup au film lui-même, puisque les relations, leur développement et la façon dont elles changent les personnages affectent chaque aspect du film original. Si vous ne respectez pas l'histoire ou les personnages, quel est l'intérêt à part détruire nos expériences d'enfance collective, c'est-à-dire? Considérant aussi que les gens sont assez épuisés par l'archétype de la femme forte en tête, cela aurait été une excellente occasion de proposer quelque chose de familier qui offrait également un vent de fraîcheur par rapport à la jeune femme déterminée et tenace que nous voyons souvent dans les rôles principaux aujourd'hui. Blanche-Neige, malgré le fait qu'elle soit un produit de l'Amérique des années 1930, résonne encore avec beaucoup de femmes. Son histoire d'amour avec le prince résonne encore avec beaucoup de gens. Ils n'avaient même pas besoin d'aller changer ses composants pour le moderniser, ils auraient simplement pu le laisser tel quel. Il est important de noter, et je ne pense pas que cela puisse être trop souligné, qu'il existe encore plus d'une façon d'être une femme, après tout. Finalement, je pense que nous savions tous que ce film allait toujours tomber à plat. Disney ne refait pas ses films parce qu'il les aime et qu'il veut raconter l'histoire à une nouvelle génération. Il le fait pour l'argent. Et le triste résultat de cela est qu'il aspire tout l'enchantement et la magie de l'histoire. Et ce film ne fait absolument pas exception à cela. Et en ce qui concerne les remakes de Disney, du moins à mon avis, celui-ci est particulièrement terrible. Je suppose qu'une autre triste réalité à cela est que je ne suis pas si sûre que Disney va tirer une leçon de cela. Et pour être honnête avec vous tous, je pense réellement qu'ils vont continuer à presser l'argent de leurs propriétés intellectuelles existantes jusqu'à ce que nous finissions par avoir le remake du Roi Lion 1,5. Vous savez, quand ils grattent vraiment le fond du baril, au final, j'aurais vraiment souhaité que Disney ait simplement laissé Blanche-Neige tranquille. Parce que la réalité est que l'animation originale est un classique et est aimée pour une très bonne raison. Elle n'avait besoin ni d'être mise à jour, ni d'être racontée à nouveau. Et le film que nous avons fini par avoir, ce récit, ce remake, cette adaptation, sera probablement plus apprécié par les personnes qui ne l'aiment pas que par les enfants et les autres personnes qui espéraient simplement vivre un peu de magie Disney. Maintenant, sur cette note très heureuse et agréable, et avant d'ouvrir le débat à vous tous, c'est juste un rappel pour vérifier Qualia en utilisant le lien dans la description. Je suis très hésitante à travailler avec des marques de pilules ou des marques de santé, mais j'ai réellement remarqué une grande différence en utilisant Qualia et j'aime vraiment ce qu'ils représentent. Alors, allez les vérifier. Si cela vous intéresse, essayez. J'aimerais avoir votre avis. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous de mon côté de la clôture où vous avez vu ce film et vous ne l'avez vraiment pas aimé? Vous avez trouvé le film confus et Rachel Zegler pas très convaincante. L'avez-vous vu et apprécié malgré tout?
Vous avez pensé que c'était une bonne histoire, ou du moins vous avez pensé que peut-être tout le drame autour de cela a été exagéré? Vous ne le verrez pas, car vous ne voulez pas donner votre argent à Disney et préférez obtenir vos nouvelles à ce sujet à partir de vidéos et commentaires comme celui-ci. Que pensez-vous de tous les conflits, drames et problèmes autour du film? Est-ce mérité? Ne l'est-ce pas? L'histoire aurait-elle dû être racontée? Quelle est votre opinion générale sur ce problème? Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, bravo. J'apprécie toujours votre présence à mes côtés tout au long du voyage. Si vous êtes nouveau ici et que vous n'êtes pas encore abonné et que vous aimeriez voir plus de moi et plus de ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à laisser un like et un commentaire sur cette vidéo, car je lis la majorité d'entre eux et j'aime entendre vos retours. Comme toujours, j'espère que vous, merveilleuses personnes, restez en sécurité et en bonne santé, faites de bons choix et je vous retrouverai dans la prochaine vidéo.